Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, rendez-vous au château de Malromé, un musée pas comme les autres qui était autrefois la demeure du peintre Toulouse-Lautrec. Franck Evenou, notre invité du jour, nous fera entrer dans son univers très nature entre art et design. On se la joue néo Marie-Antoinette avec En Mode. Cette semaine, on surfe sur la tendance Versailles à en perdre la tête. Découverte du savoir-faire de Caroline Besse dans le geste. Elle couche sur papier des pigments naturels et vibrants. Et avant de nous retrouver en compagnie de l'artiste Franck Evenou, tout de suite le point de vue. Vous connaissez peut-être Femmes au jardin, l'œuvre monumentale de 2,50 m de hauteur, peint par Claude Monet, mais connaissez-vous l'histoire de Camille ? Au printemps 1867, notre peintre est amoureux, et c'est avec Camille qu'il partage sa vie. La même année, il débute son œuvre Femmes au jardin. En manque de modèle, il peindra sa femme 3 fois. Camille assise par terre, Camille en train de fouiller un buisson et Camille le regard dans le vide. C'est un peu comme Martine à la plage, mais version 19e siècle. Bien manger, nous, on adore ça. Mais difficile parfois de continuer à déguster ses plats favoris tout en pensant à l'écologie. Si on se pose désormais beaucoup de questions sur l'impact environnemental de nos produits consommés, il est parfois difficile d'y voir clair. Le manuel du mangeur écolo nous montre que tout est bon dans le cochon et que choisir un boucher qui travaille l'entièreté de son produit, c'est déjà un bon réflexe. Alors, prêt à consommer français ? Vous les avez sûrement déjà aperçus dans les rues de Paris, bien qu'elles se fassent désormais de plus en plus rares. Les fontaines Wallace ne datent pas d'hier. Fin 1871, Paris est assiégé par l'armée de Prusse. Les habitants viennent d'essuyer un terrible hiver. Ils ont faim, mais aussi soif, car de nombreux aqueducs ont été détruits pendant les affrontements. Richard Wallace, un collectionneur anglais vivant à Paris, décide d'offrir à la ville ses fontaines afin d'apporter de l'eau potable. Un beau geste qui fait désormais partie du patrimoine parisien. Vous connaissez sûrement le peintre Toulouse-Lautrec. Eh bien aujourd'hui, nous nous rendons dans sa demeure emplie de souvenirs artistiques, le château de Malromé. Derrière cette allée de cerisiers en fleurs se cache un château pas comme les autres, le château de Malromé, un musée consacré à l'un de ses illustres propriétaires, Henri de Toulouse-Lautrec. Domaine viticole depuis le XIVe siècle, le château, situé dans la campagne girondine, a connu de nombreuses transformations et de nombreux propriétaires. Au XIVe siècle, il n'y avait pas encore de château, c'était uniquement un domaine viticole, il n'y avait que des vignes. C'est à partir du XVIe siècle qu'on a fait construire le premier bâtiment. Il s'agissait d'une maison noble qui s'appelait la maison noble de la Taste, qui existe encore aujourd'hui puisque c'est l'aile qui se trouve ici. Donc au départ, on avait uniquement cette aile. C'est au XIXe siècle qu'on a décidé de relier le bâtiment qui était là avec celui qui était en face, c'était les chais, les anciens chais, en ajoutant les tours crénelées du château, il y en a 3 en tout, dans un style Viollet-le-Duc. C'est en 1883 que les parents du peintre, Adèle et Alphonse de Toulouse-Lautrec, font l'acquisition de la propriété. Coup de foudre immédiat, le peintre s'y rend dès que possible et installe son atelier d'été pour y peindre les vendanges et des portraits de sa mère. Alors Henri de Toulouse-Lautrec a réalisé ici à Malromé plusieurs portraits de sa mère, dont celui-ci. L'été 1886, il demande à sa mère de s'installer dans son salon. Nous sommes dans son salon. D'ailleurs, on reconnaît le décor. À l'arrière-plan, il y a une fenêtre qu'on retrouve ici. Et on voit également la moitié de la cheminée. La fenêtre qui est là, la moitié de la cheminée. Donc ça veut dire qu'Adèle de Toulouse-Lautrec était ici lorsque Lautrec a réalisé le portrait. Et quand il ne peignait pas dans le salon, il peignait sur les murs. Ici, par exemple, on a un portrait que Lautrec a réalisé au cours d'un de ses séjours. Il s'agit de Paul Mathieu. Paul Mathieu, c'était le maître de chais et le cocher du château. Mais la pièce de la maison où il était le plus créatif reste son atelier. Il n'avait qu'à gravir quelques marches pour grimper dans sa tour d'ivoire baignée de lumière.
Alors on comprend pourquoi Henri de Toulouse-Lautrec a choisi d'installer son atelier ici, parce que la lumière est parfaite. On sait que c'était son atelier, mais il n'y avait pas les meubles, donc on a fait une reconstitution de cet atelier à partir de photographies qu'on a retrouvées de son atelier parisien. Et ici, comme partout ailleurs dans le château, les meubles ne sont pas d'origine. La particularité du château Malromé, c'est qu'il ne s'est pas transmis de génération en génération, mais de propriétaire en propriétaire. C'est pour ça que les meubles qu'on peut voir aujourd'hui, ce n'est pas les meubles de la famille, ce sont des meubles qui ont été achetés beaucoup plus tard, et ce sont des meubles du 19e siècle, Second Empire, donc l'idée ça a été de recréer un intérieur aristocratique de la fin du 19e siècle. Et les copies des œuvres de l'artiste ont aussi le privilège de côtoyer des originaux récemment acquis par la famille Youn, les propriétaires actuels. Dans cette salle, plus d'une trentaine d'œuvres originales, dont celle-ci, Le Passager du 54e. Alors Henri de Toulouse-Lautrec ne faisait pas comme tout le monde. Pour venir à Bordeaux, il ne prenait pas le train, il prenait le bateau, donc du Havre jusqu'à Bordeaux. Au cours d'un de ses voyages, sur le même bateau que lui, il y avait cette femme assise sur un transat, et c'est donc à ce moment-là qu'il réalisa ce portrait. L'histoire, c'est que cette femme se rendait à Dakar pour retrouver son mari, et que Lautrec était tellement amoureux d'elle qu'à Bordeaux, il a refusé de descendre. Il est descendu un petit peu plus loin à Lisbonne, mais il est quand même allé jusqu'à Lisbonne pour suivre cette femme. Cet attrait pour les femmes et surtout les maisons closes parisiennes ont été mises en avant dans sa chambre. Toulouse-Lautrec a fréquenté très longtemps les maisons closes et cette pièce est le reflet de tout cela puisqu'on voit justement ce que Lautrec a vu dans ces maisons. Il a été le témoin de la vie quotidienne de ces femmes et ce tableau en est un parfait exemple. Si c'est le peintre qui a laissé l'empreinte la plus forte à Malromé, chaque propriétaire a souhaité y apporter sa propre touche. Des plafonds et des portes faites à la main par un ébéniste dans les années 90, des soieries murales à l'étage et plus récemment, la famille Youn, propriétaire depuis 2013, fait prendre un tournant bien-être au château dans l'espoir de réconcilier corps et esprit lors de retraites de yoga. Mais l'âme du peintre n'est jamais bien loin et quiconque s'y aventurerait risquerait de prendre le pinceau. Des bronzes sculptés, des formes organiques et intemporelles, l'artiste Franck Evenou nous a ouvert les portes de son atelier. Copier la nature est une chose absolument impossible parce qu'elle est à un tel degré de perfection que ce serait juste impensable et très prétentieux. La nature est une source d'inspiration pour moi absolument inépuisable parce que quand on la regarde de près ou de loin, elle offre toujours des constructions, des organisations. Finalement, l'objet de mon travail, c'est une interprétation de la nature avec cette réinvention modeste à son niveau. Malgré les apparences, Franck Evenou n'est pas botaniste. C'est un artiste dont le travail en bronze et en bois confine avec la poésie. Dans sa maison aux airs de galerie d'art, ses créations variées révèlent le secret de Franck. Son terrain de jeu ne connaît pas de frontières. J'ai aussi bien fait des bijoux que des arts de la table, que du mobilier. Et j'estime qu'il y a une grande porosité entre toutes les disciplines parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer des formes et des formes appliquées au domaine du bijou, des arts de la table, ou du mobilier ou de la sculpture. Pour moi, ça procède de la même démarche. Une démarche qui débute toujours par quelques coups de crayon sur des dizaines de carnets comme autant d'herbiers inspirés. Il faut essayer de faire un peu comme on ferait de l'écriture automatique, laisser parler un peu ses mains. Si on commence par vouloir voir tout de suite les aspects techniques, etc., on ne va pas se retrouver à avoir un projet qui soit poétique ou qui fasse un petit peu rêver. Et donc, il faut partir de l'esthétique et après quoi, on se retrouve à régler toutes les contraintes de fabrication. Parmi ces esquisses résident ses futurs projets, retravaillés encore et encore, à la main toujours. Je suis absolument nul sur ordinateur, les programmes pour les 3D. Et moi, ma 3D à moi, c'est un tube de colle, du carton, du bricolage. Je suis old school. Et le talent à l'ancienne de Franck se révèle dans ses sculptures.
avec toujours la même idée en tête, laisser glisser sa créativité du bout de ses doigts. Le danger en taille directe, c'est qu'il n'y a pas de repentir possible. Quand on en retire trop, c'est trop tard, on ne peut pas le remplacer. Parfois, on a des surprises agréables. Qu'il taille, assemble, façonne, Franck cultive cette part de hasard, d'imprévu dans tout ce qu'il entreprend. En fait, la surprise, c'est qu'on ne sait absolument pas toujours, même si on a fait quelques croquis à l'avance, ce que ça va devenir, mais c'est aussi le charme du travail. Avec du métal et du plâtre, il dresse la silhouette d'une sculpture lumineuse et soigne chacun de ses détails. C'est la ligne qui va se détacher et qui va créer l'architecture de la pièce. Si la ligne n'est pas bien tendue, ça lui donne une mollesse. Il faut trouver toujours l'énergie dans une pièce, entre les vides, les pleins, et puis sa structure. Une fois la construction achevée, elle servira à faire un moule pour être fondue en bronze. L'alliage est ensuite patiné pour donner aux œuvres de Franck leur identité. Donc par exemple, je cherche à lui donner un peu la patine du temps avec des imperfections apparentes, comme si effectivement c'était une pièce d'archéologie, avec des textures qui sont assez prononcées, avec des reliefs différents. Des œuvres intemporelles, organiques, qui voyagent à travers le monde, jusque dans les cathédrales, les ambassades, les boutiques de luxe. À Paris, une galeriste expose son travail en bronze depuis plus de 30 ans. C'est du bronze, hein, faut pas oublier. C'est du bronze. Et si on veut, on peut mettre celle-ci au milieu pour une petite touche de couleur. C'est un puzzle en bronze. Ce qui m'intéresse chez Franck, c'est à la fois la force de son travail, la force des pièces, et à la fois sa poésie, sa sensibilité, sa délicatesse, qui a priori devrait être très contradictoire, mais non, c'est un peu l'assemblage de tout ça qui fait sa personnalité. C'est peut-être ça la plus belle œuvre de Franck Evenot, réconcilier la dureté du bronze avec la nature dans toute sa poésie. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, on décrit vos œuvres comme poétiques. Le bois, le bronze, la pierre vous inspire ce style de langage ? Je m'exprime dans la pierre, le bois, le bronze, parce que j'aurais tellement voulu le faire en verre et que j'y arrive pas, parce que je suis passionné de poésie, que j'en lis toujours. Et la solution, c'était effectivement de faire les choses qui m'étaient le plus naturelles. Et le plus naturel pour moi, c'est de travailler de mes mains pour faire des choses qui, peut-être, effectivement, expriment une forme de poésie. Tout a commencé dans l'atelier de votre grand-père, qui était forgeron, maréchal Ferrand, et qui vous a d'ailleurs transmis quelques outils. C'est là que la vocation est née ? Il y a eu des faits conjugués. Mon grand-père était effectivement maréchal Ferrand et forgeron, et il avait réalisé un certain nombre de luminaires en fer battu que je voyais chez mes parents, etc. Et c'est sûr que ça a dû contribuer effectivement à une sensibilisation à ce genre de création, mais il y a eu beaucoup d'autres motifs d'inspiration, en particulier le fait qu'enfant, je vivais pas loin du musée des arts africains et océaniens. On appelait ça à l'époque le musée des colonies. C'était le palais de la Porte Dorée. Et ça a été un lieu absolument déterminant pour moi et magique, parce qu'effectivement, on y voyait des œuvres magnifiques d'art africain, d'art océanien, mais il y avait aussi des très très belles pièces d'art décoratif. Donc effectivement, moi j'ai été très très influencé par cette esthétique. À 18 ans, vous avez intégré l'atelier de Leslie Kay. Qu'est-ce que vous retenez de cet enseignement, de ces années-là ? J'étais en recherche d'un atelier pour effectivement être encadré dans un travail que je maîtrisais déjà un petit peu de façon amateur. On est devenus amis et nous avons passé des longues heures à tailler la pierre ensemble, et il m'a montré un petit peu les techniques de taille. J'ai adoré ça, c'était vraiment pour moi une révélation. Quelle était la première œuvre qui vous a vraiment marqué, où vous vous êtes dit je peux me faire confiance ? Alors, on est en général assez peu satisfait de ce qu'on fait. Et tous les artistes vous diront que finalement, quand on leur demande toujours quelle est l'œuvre que vous préférez, c'est toujours celle qui va venir, c'est jamais celle qui a été terminée, parce que c'est un continuum et que les choses ne peuvent pas
s'arrêter comme ça, mais on prend confiance effectivement au fil du temps en voyant ses réalisations s'affirmer. Franck, dans la vie de chaque artiste, il y a des rencontres. L'une des rencontres est certainement avec Elisabeth Delacarte, ici à la Galerie Avant-Scène. Elle a eu un coup de cœur pour vos créations. Je travaillais sur des toutes petites pièces en bronze à l'époque qui étaient passées un peu en presse. Et puis j'avais très envie de rencontrer Elisabeth. Et puis comme un fait du hasard, elle avait en tête, d'après ce qu'elle m'a dit après, qu'elle avait vu des pièces dans la presse et qu'elle avait envie de me contacter. Donc ça a été vraiment un concours de circonstances. Et très très rapidement, elle m'a proposé ma première exposition, c'était en 91. Vous êtes fidèle alors? Voilà, oui, on est un vieux couple en affaires et en amitié. Vos œuvres rentrent beaucoup dans les collections publiques, que ce soit au Liban, la Résidence des Pins, ou alors le Mobilier National. Oui, Mobilier National. C'est une fierté aussi que tout un chacun peut finalement avoir accès à vos œuvres et pas que des collectionneurs. Oui, ces commandes publiques sont tout à fait valorisantes dans le sens où effectivement on a le plaisir de voir que les gens vous font confiance et ont confiance dans la qualité de votre travail pour qu'il soit si bien mis en valeur. Vous vivez et vous travaillez dans une maison où chacun des membres de votre famille est créatif aussi, votre épouse est décoratrice intérieure. C'est important d'avoir cette émulation de créativité autour de vous? On est très complémentaires et on se retrouve dans une maison qui a effectivement mon mobilier, mes dessins, mes photos, les réalisations de mon épouse aussi qui fait un certain nombre de travaux sur les couleurs et effectivement il y a des nouveautés, il y a des choses qui partent, qui sont vendues. Ce n'est pas figé, c'est une maison qui est complètement imprégné de nos travaux. Alors Franck, la prochaine œuvre, ça sera la plus belle? Je l'espère en tous les cas. J'y m'y emploie chaque jour pour qu'à chaque jour ce soit une découverte et une aventure. Oui, absolument, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Si le faste de la cour de Versailles vous inspire, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Les grands de la mode aussi ont piqué quelques pièces à nos têtes couronnées. À Versailles, son luxe, son exubérance, ses scandales à la cour, qui rappellent d'ailleurs un peu le milieu de la mode. À l'époque, Marie-Antoinette ose les tenues les plus excentriques et fait la pluie et le beau temps sur les tendances. Depuis, les costumes d'époque n'ont cessé d'inspirer les créateurs, à commencer par Nicolas Ghesquière, à la tête de Louis Vuitton. Pour sa collection Printemps-été 2018, il imagine des ensembles shorts de boxe et redingotes brodées, portés avec des baskets et des lunettes futuristes. Une idée qu'il explorait déjà en 2006 chez Balenciaga, avec des habits de cour, version 21e siècle. C'est l'anglaise Vivienne Westwood qui lance le mouvement en 1994 avec une collection inspirée de la royauté anglaise où se mêlent corsets, collerettes et crinolines. Depuis, Buckingham Palace s'invite sur les podiums comme en 2020 chez Comme des garçons. La créatrice japonaise Rei Kawakubo, prêtresse d'une mode conceptuelle et cérébrale, présente une royauté totalement réinventée. Culottes bouffantes, jupons sans dessus-dessous et coiffure à la Mary Stuart. En 2017, chez Off-White, le créateur américain Virgil Abloh décline le vêtement royal en version hybride. Des robes en tulle à corset au volume XXL, un jupon à baleine porté sur une chemise et une redingote asymétrique posée sur un cycliste. Un clin d'œil au look mythique de Lady Diana. Car dans la mode, rien n'est interdit. On croise des styles, des références pour étonner toujours plus. Comme en 2016, quand Rihanna mélange corset d'époque et vêtements de sport pour sa collection avec Puma. Ou en 2020 chez Paco Rabanne, le créateur français Julien Dossena défile à la conciergerie où Marie-Antoinette fut tenue prisonnière. Il y présente une collection inspirée du XVIIIe siècle avec des robes à collerettes bouffantes et des cottes de mailles de luxe. Les broderies des habits de cour se mélangent au plastique et s'accumulent sur des robes à sequins. En 2018, chez Gucci, Alessandro Michele s'inspire de la Renaissance. Il imagine un look Catherine de Médicis en version mini ou une robe féerique portée avec des chaînes et du rouge à lèvres noir. Chez l'Irlandaise Simone Rocha, on ose carrément le blouson en cuir à basque, un esprit royal mais punk décliné dans toute sa collection.
En 2017 déjà, elle s'inspirait des robes empire du 19e siècle. Mais quand il s'agit d'exubérance, le créateur américain Jeremy Scott est imbattable. Connu pour ses silhouettes humoristiques et provocantes, il a imaginé pour la marque italienne Moschino une collection entièrement dédiée à Versailles. Mini-robes à panier réinventées, coiffures vertigineuses, jeans et brocarts multicolores. Une collection à la hauteur de son appétit pour une mode scandaleuse, où l'on trouve même des robes en pièces montées dignes d'un banquet royal. On en mangerait. Pigments, minéraux, teintes naturelles, Caroline Bess colore le papier grâce à des préparations magiques. Un voyage initiatique au cœur de la création. Je trouve qu'on n'a pas assez conscience de ce que la couleur suscite en nous tous les jours et à chaque moment. Parce qu'on est infiniment sensible en tant qu'être humain et on est soumis tout le temps à des bains colorés. Quand j'applique ces couleurs, je sais que je suis tranquillement en train de sortir la couleur du noir et des gris. Donc je sais que c'est un travail qui va être progressif, de couche en couche. Et il y a un moment, quand j'arrive à l'intensité à laquelle j'ai envie d'accéder, il y a toujours une forme d'émerveillement. Dans le grand bain de l'artisanat d'art, Caroline Bess trace sa route, et surtout des lignes, par centaines, pour des tableaux énigmatiques, vibrants, paisibles. Sur son papier japonais, l'encre de Chine et les minéraux broyés s'épousent, se confondent, en un geste répété à l'infini. Le yi, un simple trait horizontal, fondement de la calligraphie chinoise. C'est l'exercice le plus simple en soi, mais qui est en fait le plus riche en sensations, parce qu'il nous permet de ressentir la façon dont l'encre va être absorbée par le papier, enfin tout ce contact entre la matière et l'être. Nous qui sommes en train de peindre, et la matière de l'encre et du papier, et toute cette espèce d'alchimie. Et ce à quoi je suis attentive, c'est à ce que l'encre soit conduite et déposée sur le papier d'une façon constante. Tout simplement, je suis en train d'écouter l'encre qui s'écoule tranquillement. Une démarche poétique comme une méditation. Le souffle de l'artiste se calque à ses mouvements. Seule la technique rigoureuse assure cet instant hors du temps. C'est la tenue qui est ferme, mais le tracé il est très doux et très léger. Comme le coude n'est pas posé et que la main est en apesanteur, c'est quand même un exercice technique et assez complexe pour avoir une régularité. Des lignes droites qui créent un rythme, des strates. L'intention est là et Caroline peut désormais y introduire ses précieuses couleurs au nom féerique. Lapis lazuli, jaspe, œil de tigre. On s'est toujours servi des minéraux broyés comme les premières couleurs, en fait. C'est une technique que les Japonais ont importée de Chine au 8e siècle, mais qu'ils ont vraiment développée en broyant beaucoup plus de pierres pour obtenir beaucoup plus de nuances que nous, on a utilisées en Occident. Des poudres de pierre plus ou moins fines que Caroline délaye avec de la colle de peau et de l'eau. Une recette presque simple pour un rituel. On n'ouvre pas un tube pour le déposer sur une palette. C'est beaucoup plus long, mais c'est beaucoup plus riche aussi d'échanges avec la couleur, avec le grain, avec la matière. C'est le côté contemplatif à la japonaise qui est tout à fait délicieux. Des teintes choisies pour leur puissance évocatrice, universelle et déposées sur le noir et blanc avec soin. Le choix des couleurs se fait vraiment en fonction de ce que ça me fait ressentir. Je peux être super légère, comme je peux déposer beaucoup aussi. Le papier japonais absorbe les minéraux grâce à ses longues fibres sans se fragiliser. C'est bien là toute la qualité de ce matériau emblématique. En Asie, on sait très bien que le papier est hyper résistant. Enfin, essayer de déchirer des fibres de kozo, c'est un papier super résistant qui traverse le temps avec grâce et solidité.
Peintre décoratrice de métier, Caroline poursuit l'exploration de cet art avec des architectes d'intérieur. Marouflées ou collées sur des panneaux, ces créations horizontales se dressent pour habiller les murs. Ça m'intéresse de travailler la couleur dans une lumière et dans une architecture particulière que je prends en compte. Raconter quelque chose avec la couleur. Des tableaux chargés de sens, de sensations et toujours haut en couleur. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!